Bonjour Delphine Lévy. Bonjour. Bienvenue à TV5 Monde. Paris donc libéré de l'occupation nazie le 25 août 1944. Le grand événement attendu depuis plusieurs mois aura lieu dimanche, exactement 75 ans après la libération de la capitale française. Donc l'inauguration du nouveau musée de la libération de Paris. Delphine Lévy, vous êtes la directrice générale de Paris Musée et vous remplacez, il faut le dire au pied levé dans cette émission, la directrice du musée de la libération de Paris qui a eu un empêchement de dernière minute. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce musée de la libération existait déjà ailleurs et sous un autre nom, je crois. Oui, en fait, il y avait un musée qui avait été inauguré à l'occasion du 50e anniversaire de la libération de Paris et qui se trouvait au-dessus de la gare Montparnasse, dans un lieu qui était finalement peu accessible, pas visible depuis la rue, dans des bâtiments qui n'étaient pas très adaptés. Et malgré vraiment l'intérêt des collections, le dynamisme de la directrice, finalement, c'est un musée qui n'avait pas trouvé son public. Qui ne marchait pas très fort. Il y avait une dizaine de milliers de visiteurs par an. Compte tenu de l'importance du sujet, c'était vraiment très regrettable. Et donc Anne Hidalgo a pris la décision, quand elle a été élue en 2014, de déplacer ce musée et de créer un musée nouveau, place d'Enfer Rochereau. Dans un endroit qui n'est pas anodin. Oui, alors c'est un endroit symboliquement très fort pour de multiples raisons. Évidemment, la place d'Enfer Rochereau, c'est un hommage à la résistance de Belfort pendant la guerre prussienne. Donc ça, c'est un premier point. Mais c'est surtout un lieu hyper symbolique par rapport à la libération de Paris pour plusieurs raisons. D'abord, Leclerc est passé devant, en rentrant par la porte d'Orléans. Il est passé par la place d'Enfer Rochereau pour aller à Montparnasse. Il faut rappeler que c'était le général Leclerc. Enfin Philippe d'Hautecloque, mais appelé général Leclerc pendant la guerre. Et donc il est passé avec ses troupes de la 2e division blindée, place d'Enfer Rochereau. Complètement. Voilà. C'est aussi un lieu très symbolique parce que, et c'est la raison pour laquelle on a installé là le nouveau musée, parce que c'est au-dessus du PC de commandement, là où le colonel Rolf Tanguy a piloté les opérations de la libération de Paris en tant que responsable des forces françaises de l'intérieur pour la région Île-de-France. Donc les fameuses FFI. On a déjà vu d'ailleurs quelques images de cet escalier, voilà, on va les revoir, de cet escalier qui descendait en fait dans le PC, le poste de commandement du colonel Tanguy et qui est en fait aujourd'hui partie intégrante de ce musée. Exactement. Voilà. Alors je vous propose, on va regarder ensemble en avant-première, on va faire une visite de ce nouveau musée de la libération de Paris avec Maëlys Kerouas. Paris occupé par l'Allemagne nazie, mais Paris libéré le 25 août 1944. À l'occasion des 75 ans de cet événement, la capitale française ouvre un tout nouveau musée de la Libération. Ici, on découvre le destin de figures emblématiques, telles Jean Moulin, ou le général Leclerc dont les troupes ont libéré Paris. Mais surtout, on apprend les méthodes d'organisation et d'action de la résistance française. Raconte quelles étaient les actions, les grands champs disciplinaires, on va dire, qu'est-ce que c'était la résistance. Ici, on va trouver comment faire de faux papiers. Donc on a tout un petit matériel et un kit pour faire des faux papiers. On a des tracts, on a le manuscrit original de Vercors, Le silence de la mer. Et donc cette carte dessinée à la main permettait aux résistants de savoir par où ils allaient pouvoir s'enfuir. Descendons 26 mètres plus bas. Présenté ici pour la première fois, le poste de commandement au cœur de l'insurrection parisienne. Ce QG a été mis en place par le colonel Henri Rolf Tanguy le 20 août 1944. Et c'est son fils qui nous présente les lieux. Ma mère était l'agent de liaison de mon père depuis 1940. C'est pas nouveau à cette époque-là. Elle vient ici s'installer avec lui et avec tout l'état-major, c'est-à-dire plus d'une trentaine de personnes, dont une demi-douzaine de femmes, qui sont les secrétaires, les standardistes, puisque ce PC est équipé de 2 standards très modernes pour l'époque, dont un était totalement indépendant et reliait le bunker avec environ 200 ou 250 postes téléphoniques. Mon père m'a dit, ça c'est mon bureau. Ma mère, bureau mitoyen, m'a dit, moi je travaillais là. Elle était de formation sténodactylo, donc elle prenait à la dictée de mon père et elle tapait tout ça
avec cette machine qui a fait toute la guerre. De nombreux objets personnels exposés sont des donations et le public est appelé à continuer à enrichir la mémoire collective. Alors, ce sont des images assez rares qu'on vient de voir, et puis aussi cet escalier, en fait, ce PC du colonel Tanguy, il était inaccessible jusqu'à aujourd'hui. Absolument, il ne pouvait pas se visiter. Ouais. Il était d'ailleurs complètement tagué. Et bon, il restait plus rien. Hein. Donc, c'était pour nous très important. Et d'ailleurs, c'est Cécile Roll-Tanguy qui a aujourd'hui 100 ans, dont on a parlé, là, dont vous avez parlé dans le reportage. C'est Cécile Roll-Tanguy qui est allée voir en 2013 Anne Hidalgo et qui lui a dit il faudrait vraiment que le musée soit installé à cet endroit et que ce PC puisse enfin être visité. Donc ce qui va être inauguré dimanche, c'est l'aboutissement de 2 ans de travaux, je pense. C'était quand même des grosses transformations. Hein. Oui, alors la décision a été prise en 2014, après l'élection d'Anne Hidalgo. Et après, en 2015, on a confié à Sylvie Zedman, la nouvelle directrice du musée, la mission de préparer, de concevoir la nouvelle scénographie. Et ensuite, il y a eu effectivement 2 ans de travaux. Mais je dirais que, indépendamment des travaux, et il faut en parler parce que l'architecte Christophe Battard a fait un travail remarquable, c'est un architecte. On en voit des images de l'intérieur, des monuments historiques, mais ce musée est installé dans des pavillons de Claude Nicolas Ledoux, donc un grand architecte du XVIIIe siècle, donc il y a une qualité patrimoniale qui est vraiment remarquable et donc les pavillons Ledoux ont été entièrement restaurés. Donc il y a eu effectivement ces travaux qui ont été très importants. Des travaux aussi de scénographie. Vous avez interviewé Marianne Clapiche qui a fait un travail remarquable pour rendre tout ça évocateur. Parce que ce qui est très difficile dans un musée d'histoire, c'est à la fois de ne pas perdre le fil chronologique des événements, de raconter la complexité des événements historiques, mais en même temps de rendre tout ça évocateur et présent par les objets, pour des gens, par les films, par les d'aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et on est allé assez loin d'ailleurs dans la muséographie, puisqu'on a mis en place dans l'abri, dans le PC de commandement, un dispositif de réalité augmentée qui permet finalement de reconstituer l'abri tel qu'il était pendant la semaine de l'insurrection. Donc un musée finalement très moderne, un musée qui célèbre un événement qui s'est passé il y a 75 ans, mais avec une ambition importante pour l'avenir. Quelle est l'ambition de ce musée en fait aujourd'hui ? Alors on a une responsabilité, je pense, très grande, parce que c'est vrai que les témoins de cette époque disparaissent progressivement. Et puis même, je dirais que dans les familles, il n'y a plus les aînés pour raconter ce qui s'est passé. Et donc c'est vrai que maintenant, c'est au musée de prendre le relais. Donc, c'est très important. Surtout quand on vit quand même une époque où on a du négationnisme, un problème quand même avec la réalité historique. Et donc, c'est très important. Une renaissance aussi des mouvements nationalistes et d'extrême droite. Exactement. Donc, c'était très important pour nous de raconter l'histoire de manière claire, compréhensible, scientifique, rigoureuse, mais pas ennuyeuse. Alors, on a évoqué dans le reportage au moins 3 personnages, le général Leclerc, le colonel Roll-Tanguy et Jean Moulin. Peut-être un mot d'abord sur le général Leclerc. On l'associe en fait vraiment à la libération de Paris. Quel a été son rôle ? Est-ce qu'il a eu un rôle en fait au dernier moment, ou bien est-ce qu'il a participé, disons, depuis le début à la libération de Paris et au-delà de la libération de la France? Ah oui, non, ça remonte bien plus loin. Et justement, le musée s'attache vraiment à raconter l'histoire de ces personnages. Ça s'appelle le musée de la libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin. Et donc, il y a vraiment le parcours historique de chacun depuis le début, depuis leurs origines. Donc, ça remonte très loin. Ce sont des personnages, Moulin et Leclerc, qui sont très différents. Politiquement, ils n'ont pas du tout les mêmes opinions. Leclerc est plutôt à droite. Moulin plutôt à gauche, ils n'ont pas du tout les mêmes origines sociales, les mêmes convictions religieuses. Moulin qui était chargé par le général de Gaulle de fédérer en fait les mouvements de la résistance. Exactement, exactement, jusqu'en 1943. Et donc ce sont des personnages qui ne se sont jamais croisés et qui finalement avaient en commun la loyauté au général de Gaulle et surtout la volonté absolue de libérer la France. Donc 2 parcours complètement différents qu'on raconte de manière assez détaillée dans le musée. Donc on a les objets qui nous ont été donnés pour le cas de Jean Moulin, essentiellement par la famille. C'est un musée avec des objets, des documents, en fait, des collections dans ce musée qui ont été notamment sérieusement enrichies, je dirais, par rapport à l'ancien musée.
Oui. Alors on avait un fonds d'origine qui était assez exceptionnel. Donc à l'origine, les anciens de la 2e DB nous ont donné, de la 2e division blindée, nous ont donné énormément d'objets, de témoignages, d'archives concernant le général Leclerc. Et la famille de Jean Moulin, et puis également Antoinette Sasse, qui était l'amie de Jean Moulin, ont donné beaucoup d'éléments concernant Jean Moulin. Mais depuis, on a pu enrichir le fonds et on présente dans ce musée des choses qui n'étaient pas présentées dans l'ancien musée. Par exemple, on a pu acheter récemment des tableaux qui étaient dans la galerie d'art qui servaient de couverture à Jean Moulin à Nice. Donc, des tableaux de Utrillo qui sont très beaux, qui faisaient partie de la collection personnelle de Jean Moulin, qu'on ne présentait pas dans l'ancien musée. Donc un musée extrêmement riche. Alors on ne va pas rentrer dans la polémique entre, ce qui s'est passé, la concurrence, sinon la rivalité entre le colonel Tanguy et Jean Moulin. Tout ça, vous pourrez le découvrir. D'ailleurs, tous ceux qui iront visiter le musée pourront le découvrir dans le musée. C'est un musée qui a vraiment l'ambition de devenir un grand musée de Paris. C'est un musée qui a une responsabilité très importante. C'est un musée qui est gratuit, il faut le dire, qui s'adresse à tous les publics. On a vraiment fait en sorte que ce soit adapté à la fois pour les touristes qui viennent visiter les catacombes qui sont juste en face, mais aussi pour les scolaires, mais aussi pour les passionnés d'histoire hyper spécialisés. Donc c'est vraiment un musée qui s'adresse à tous. On peut faire la visite assez rapidement, en 1 heure si on veut, mais on peut rester des heures, voire des semaines dans ce musée parce que grâce au numérique, il y a une quantité d'informations, de films à voir, de témoignages à entendre qui est assez extraordinaire. Merci Delphine Lévy. Je rappelle l'adresse du musée de la Libération, 4 avenue du Colonel Roll-Tanguy, ça ne s'invente pas, place d'Enfer Rochereau, dans le 14e arrondissement de Paris. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Place à la